Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La triple menace Le édition sport pris au sérieux. 29 juillet 2024. Bienvenue à l'émission. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine, une première fin de semaine des Olympiques. On a pu voir toute une cérémonie d'ouverture avec Céline Dion, les gars. Céline Dion qui était à Paris. On voyait les vidéos, on voyait les premiers tweets qui sortaient de Céline est là, Céline est là. Puis, Entre 1 million de tweets qui parlaient de woke tout le temps, genre? on n'en parle pas de ça. Non, je sais, mais le mot est tellement galvaudé souvent, mais j'étais genre, ça, c'est la cérémonie d'ouverture. Je pense que j'ai vu le mot woke, genre, 68 000 fois sur Twitter pendant la fin de semaine. Absolument. Il y a du monde qui se sont fâchés pour ça, Pop. Mais oui, finalement, on est arrivé à ces Jeux olympiques, finalement, en cette fin de mois de juillet, début du mois d'août. Mais là, ça veut dire que là, c'est les Olympiques qui passent, puis après ça, on commence à se préparer au retour à l'école, Félix. Non, arrête, arrête de parler. Non, je veux même pas entendre le mot école en ce moment. Je l'ai dit, je ne le pensais pas avant le mois d'août. Là, le mois d'août arrive, mais gars, il me reste 3 jours de pur bonheur. Laisse-moi tranquille, derrière ça, je vais penser à l'école. La semaine prochaine, tu m'en parleras, pas cette semaine. Tu vas pouvoir faire ton tour à l'école. Est-ce que tu dois-tu aller à l'école pour chercher des livres et des affaires de même? Non. Non. Non, ça, Est-ce que non, vous par avez- exemple, pour moi. Est-ce que vous avez ça en psycho, des livres? Oui, on a ça, des fois. Pas tout le temps, mais de temps en temps. Ça en fait un ici parce que je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai dû acheter un livre pour l'école. Ah. Non, mais la technologie, les gars. C'est vrai que c'est le fun. Non, mais pour elle, j'ai appris vraiment à travailler avec les livres électroniques. Là, c'est vraiment, vraiment le fun. Tu les as où tu veux, puis c'est tellement plus pratique, je trouve. Oui, je comprends qu'il y a des gens qui aiment mieux ça papier, là, mais électronique, il y a une plus-value dans le sens que c'est accessible tout le temps, je trouve. Écoute, il y avait un texte que je devais lire à l'école et il était seulement accessible avec un programme payant. Et bon, ben, je me suis dit, je vais le prendre, le programme payant. Puis en plus de ça, ben, je pouvais aussi, je peux souligner mes petites affaires, prendre une petite note, ça. J'ai trouvé ça cool pour ce travail-là. C'était un bon travail, ça en a valu la peine. Mais là, je ne voulais plus, moi, le programme. Fait que je demande, hey, est-ce que je peux-tu enlever ça? Puis là, je reçois un message de la suite complète qui me dit ouais, ben tu peux, c'est juste qu'on va te charger 150$ tout de suite si tu veux l'annuler. Man, fuck you. Fuck you, man. La triple menace, podcast d'université. C'est parti. Ah, exact, avec un petit peu de mathématiques sur mes finances personnelles et comment j'ai perdu combien d'argent sur un programme que j'ai utilisé quelques fois dans la dernière année à l'école. Mais tout ça pour dire, les gars, on est ici pour parler de sport. On est ici pour parler, entre autres, de baseball parce que la date limite des transactions arrive, les boys. Est-ce que vous avez hâte? Ben, j'ai hâte, mais c'est déjà commencé. Puis là, Ouais. ça tire de partout. Là, j'ai extrêmement peur qu'il y ait un trade qui sort juste après on finisse d'enregistrer. Fait que là, je surveille, sûr. je surveille Twitter très attentivement pour voir si on a un trade qui sort pendant l'enregistrement. Mais non, je suis hype, pour vrai. Je suis vraiment content. En attendant que le prochain gros échange arrive, qu'avez-vous retenu de cette période forte en transaction? Puis Félix, je veux commencer un petit peu par toi. Qu'est-ce qui t'aurait peut-être surpris le plus ou qu'est-ce que tu remarques alors qu'on amorce bientôt les derniers mois de la saison régulière dans le baseball majeur et tranquillement vers les séries éliminatoires? C'est peut-être pas ce qui m'a le plus surpris, mais c'est de loin ce qui m'a le plus marqué cette semaine. Les Rays, on savait que les Rays allaient être vendeurs et tout, puis écoute, il reste encore un peu moins de 48 heures au moment où on enregistre ça avant la date limite. Et on a déjà vendu beaucoup de stock à Tampa Bay. Là, tu vois, c'était Randy Arozarena en milieu de semaine qui est parti à Seattle. Zach Eflin qui a été échangé aux Orioles. Et là, aujourd'hui, ça a été une grosse journée aussi à Tampa Bay où est-ce que le releveur Jason Adam a été échangé aux Padres. Et Isaac Paredes, qui était le joueur de 3e but de l'équipe,
qui lui a été échangé aux Cubs de Chicago dans une des transactions les plus surprenantes que j'ai vues cette semaine. Et qui, honnêtement, je pense que ça va être la plus surprenante de la semaine. J'ai appris dans la MLB, il faut toujours faire attention. Tu as toujours une qui sort de ton angle mort que personne n'avait vu venir. Là. Mais tu sais, les Rays sont agressifs pour vendre. Puis on se doutait que les séries, ça allait être difficile. Les Rays ne connaissent pas une bonne saison et tout. Puis, c'est pas une mauvaise saison, mais c'est pas une. L'américaine est relevée, puis on n'a pas vraiment le calibre pour espérer être des séries. Et là, tu regardes ça, on a été super agressifs pour vendre. Puis il y a des équipes qui n'ont toujours pas appris la leçon numéro 1 du baseball professionnel. Si les Rays t'appellent pour faire un échange, tu raccroches. Tu ne réponds pas, tu raccroches parce que c'est sûr que le gars que tu vas échanger, ce gars-là a quelque chose que les Rays ont vu, que ce gars-là va devenir un gagnant du Cy Young, va gagner une triple couronne comme frappeur. Tu ne fais jamais d'échange avec les Rays. Règle numéro 1 du baseball. Et là, il y a 4 équipes qui sont tombées dans le panneau. Puis il y en a d'autres qui vont tomber dans le panneau d'ici mardi. Écoute, à vos risques et périls. Peut-être que tu t'améliores à court terme, mais à tes risques et périls de faire les échanges avec les Rays. Et puis les Rays, justement, sont agressifs. Pour moi, c'est la grosse histoire de la semaine. Je pense qu'on va continuer à l'être d'ici mardi, mais vraiment, c'est intense. Tout est arrivé vite à Tampa Bay. On a fait le ménage vite, puis il reste encore du monde à échanger. C'est une philosophie intéressante, puis j'ai hâte de voir si ça va aider le club en 2025 dans les années à venir. Surtout que, tu sais, les Rays, un peu comme les Cubs de Chicago, tu en as fait la mention, là, qu'ils vont chercher Isaac Paredes. Tu sais, c'est pas un rebuild. On vend pareil, mais on n'est pas aussi... Tu sais, c'est pas un retool non plus. Tu sais, c'est bizarre un peu de voir comment que ça fait. Mais moi, quand j'ai vu Randy Arozarena arriver à Seattle, moi, j'étais tellement content pour les Mariners. Quel échange. Il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. En ce moment, c'est un marché de lanceurs présentement. Beaucoup de lanceurs sont sur le bloc. Tu n'as pas beaucoup de frappeurs que tu avais besoin. Et Seattle, qui est 30e et dernière dans à peu près toutes les catégories de base au bâton, moyenne présence sur les buts, moyenne de puissance, name it, 30e ou 29e à la limite. Ouais. Et cette équipe-là a quand même réussi à aller chercher un gros bâton, surtout que Julio Rodriguez est sur la liste des blessés et que les Astros de Houston sont absolument inarrêtables ces temps-ci. Moi, j'étais immensément content pour les Mariners. Mais ce que je retiens aussi, puis tu sais, Félix, je pensais que ça allait toi qui allait en parler, mais Jazz Chisholm avec les Yankees de New York, je pense que c'est en ce moment certainement la plus grosse transaction pour l'instant. C'est sûr qu'il va arriver autre chose, mais de voir Jazz Chisholm arriver à New York parce que New York se cherche constamment comme... Arrêtez là, New York se cherche constamment. Oui, que ce soit les Yankees ou les Mets, soit dit en passant. Mais les Yankees cherchent un gars qui peut frapper au premier rang, un gars rapide un peu, qui peut aller sur les buts. La seule affaire, c'est que Jazz Chisholm, c'est pas un gars avec une super moyenne, avec des problèmes de retrait au bâton, mais peut courir vite. Mais tu sais, on n'a pas de candidat. Anthony Volpe n'est pas capable de rester au lead-off. Là, on essaie Alex Verdugo ces temps-ci. C'est correct, c'est une situation d'urgence. C'est-tu vraiment ça que tu veux vraiment? C'était Brian Cashman. Mais d'ici lundi, là, les Yankees ont de la misère ces temps-ci. Puis même au bâton, je trouve qu'ils n'ont pas si gros de misère que ça. Là. Je pense que c'est peut-être pas aussi performant que, mettons, les 2 premiers mois de la saison. Mais d'ici demain, lundi, tu rajoutes Jazz Chisholm puis potentiellement Giancarlo Stanton qui rentre dans ton alignement avec un retour de blessure. J'espérais que les Red Sox et les Yankees soient dans une course jusqu'à la fin de la saison pour soit se dépasser l'un ou l'autre. Je vois maintenant ça difficilement arriver. Je pense que les Yankees vont retrouver ce qui était avant, mais tu sais, c'est sûr que ça va devoir passer par les lanceurs. Si on peut trouver un lanceur et aussi un releveur un peu, mais ça, ce qui est sûr avec ça, c'est que Jazz Chisholm est une menace pour ce qui est des buts volés. Présentement, 12e dans les ligues majeures pour le nombre de buts volés. Puis Félix, est-ce que c'est aussi le genre de joueur qui manquait pour les Yankees? Je ne suis pas nécessairement le plus grand fan de Chisholm de base. Si tu l'as dit, pas nécessairement la plus grosse moyenne au bâton, des retraits au bâton et tout. Mais en ce moment, les Yankees ont besoin d'essayer des affaires. Puis tu sais, le dernier mois a été épouvantable pour les Yankees. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment difficile. Chisholm, c'était un des meilleurs frappeurs disponibles sur le marché dans
ce qui n'est pas un gros marché pour les équipes qui veulent acheter des joueurs offensifs. En ce moment, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vendent. Il y en a peut-être 5, 6, peut-être gros max 7, 8. Il y a beaucoup d'équipes qui croient en leur chance de faire les séries. Ça fait en sorte que c'est difficile de trouver de l'aide au bâton. Mais Chisholm, c'est intéressant parce que dans l'état actuel des choses des Yankees, au moment où est-ce qu'on enregistre ça, je pense qu'il est un peu trop tôt pour analyser, dans le sens où Chisholm est le premier domino, mais je suis convaincu que d'ici mardi 18h, les choses vont avoir changé à New York au point où le rôle de Chisholm va être complètement différent. Là, tu vois, aujourd'hui, il fait son premier départ, joue au champ centre, frappe 5e. Peut-être que d'ici mardi, il y a un nouveau joueur de champ qui arrive. Peut-être que d'ici mardi, il y a un nouveau joueur de 3e but qui arrive. Il y a encore beaucoup de pièces qui vont bouger chez les Yankees, je pense, d'ici mardi. Tu sais, j'ai des petits problèmes de micro. Fait que là, tu regardes, ça change un peu. Ces transactions-là vont changer la dynamique chez les Yankees. Puis, on parle de, mettons, Jonathan India avec les Reds, qui est un nom qui est beaucoup associé aux Yankees. Si on a ces 3 gars-là, ça fait 3 gars qui sont des naturels au 2e but. Ça va t'en prendre un au 3e but éventuellement, puis peut-être un au champ centre. Mais là, mettons que tu en as un au champ centre, où joue Aaron Judge, où joue Juan Soto. Il y a encore beaucoup de pièces à placer dans ce casse-tête-là des Yankees. Puis, Chisholm amène un frappeur de qualité des majeurs aux Yankees, qui avait cruellement besoin. Donc, dans ce sens-là, oui, c'est un joueur que les Yankees avaient besoin. Il ne peut pas être la seule acquisition, par exemple, parce qu'il y a trop de trous dans cette équipe-là en ce moment. Puis, comme tu l'as dit, il frappe peut-être un peu mieux qu'on pense, surtout depuis quelques matchs, quelques semaines. Il y en a certains qui ont commencé à frapper un peu plus, mais ça va prendre des lanceurs. Là, en ce moment, l'enclos est épouvantable. Il y a peut-être 2-3 gars de confiance qui sont surmenés. La rotation, ça ne va plus. Ça va prendre des bras. Ça va prendre, comme chaque équipe aspirante, ça va prendre des lanceurs. Un partant, idéalement 2 releveurs. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher tout ça? Je ne sais pas. Mais les Yankees ont une année assurée avec Juan Soto. Il faut qu'ils capitalisent sur cette année-là. Avant qu'il aille avec les Mets. Non, il va rester avec les Yankees, mais tu vois, pour le moment, il y a une année assurée avec les Yankees pour Juan Soto. Tu ne peux pas risquer. Il faut que tu sois all-in cette année. C'est peut-être, ne veux pas ta seule année avec Soto. Il faut que tu sois all-in avec. Tu ne peux pas te permettre de dire il faut quand même penser un peu à l'année. Oui, il ne faut pas que tu échanges. Il ne faut pas que tu liquides toute ta banque d'espoir pour autant, mais il faut que tu y ailles all-in un peu. C'est ta seule année avec Juan Soto assuré, puis essaye quelque chose. Félix, je t'aurais dit il y a 1 an, puis les Yankees, on sait à quel point ils ont une réputation de joueurs d'équipe. Soyez clean, soyez professionnel, puis ayez le moins de personnalité possible. Je t'aurais dit il y a 1 an, dans 1 an, tu vas avoir Alex Verdugo, Marcus Stroman, puis Jazz Chisholm chez les Yankees. Est-ce que tu m'aurais cru? J'aurais une drôle de réaction, en tout cas, parce que c'est pas 3 joueurs qui ont historiquement été dans mes joueurs favoris. Mais tu sais, je pense qu'on l'a vu l'année passée quand les Yankees ont été chez Josh Donaldson. Il y a 2 ans de ça, tu sais, à ce moment-là, on sentait peut-être que l'aspect du professionnalisme, en tout cas d'être un bon coéquipier dans le vestiaire et tout, on fait beaucoup confiance au leadership d'Aaron Judge et de Garrett Cole à New York. On se dit que ces 2 gars-là vont être capables de ramener tout le monde dans le droit chemin et tout, puis on prend un peu plus de paris à ce niveau-là. Là, Josh Chisholm, c'en a un nouveau, ça fait 3. Pour le moment, Stroman, Verdugo, ça n'a pas été des distractions. Pour Verdugo, ça n'a pas toujours été facile au bâton, mais ça n'a pas été des distractions ou quoi que ce soit. Je pense qu'on mise vraiment beaucoup sur ça. Est-ce qu'à un moment donné, ça a une limite? Est-ce qu'on peut continuer de croire à ça, de croire que Judge va être capable de sauver tout le monde et tout? Je ne sais pas. Mais je comprends pourquoi on l'essaye chez les Yankees, parce que, comme je te disais, il faut prendre des risques en ce moment. Les Yankees ont une année assurée de Soto et Judge. Ils ont 2 mois. Ils n'ont même pas 1 an, ils ont encore 2 mois. Il reste 2 mois assurés. Puis Judge veut pas vieillir. Il reste le meilleur frappeur des majeurs, mais veut pas, il vieillit aussi. Garrett Cole aussi. T'as pas 1000 ans avec ce maillot-là. Faut que tu essaies des affaires. Puis c'est pour ça que je pense peut-être qu'on tourne un petit peu plus les coins ronds à ce niveau-là. On amène des gars qui sont des joueurs de baseball, qui sont talentueux, qui amènent peut-être un peu d'énergie à une équipe qui a peut-être été trop morose dans les dernières semaines. Est-ce que ça va fonctionner? J'ai hâte de voir. Les gars, vous parliez un petit peu de lanceurs et tout ça. Puis, on a 2 noms en ce moment qui sont sur la liste de joueurs qu'on va regarder pour un échange. Et c'est assez compliqué dans ces 2 cas-là. 2 super bons jeunes lanceurs aussi, à commencer par le releveur Mason Miller, qui, les gars,
le gars, il s'est blessé le petit doigt, alors que tu as des équipes qui essaient d'aller chercher. C'est sûr qu'on entend peut-être parler d'une équipe comme les Dodgers, mais à quel point est-ce que ça peut faire mal maintenant à toute équipe qui essaye de faire l'acquisition de Mason Miller en un premier temps? Surtout que Mason Miller, tu ne l'as pas mentionné, c'est parce que Mason Miller s'est blessé en faisant une table parce qu'il était content après une victoire. Non, pas parce qu'il était content. En fait, la version a changé 2-3 fois. Fait que Ok. c'est une des versions qui a été avancée, mais la version finale qui a été retenue, c'est que après une victoire des A's, Mason Miller s'est fait dire qu'il fallait qu'il fasse une séance dans le gym, comme un lift d'après-match. Un cool down après. Puis il fallait genre qu'il lève les poids, puis je sais pas, il s'est fâché ou quelque chose à un moment donné, puis il a punché une table qui était une table comme padée et tout dans la salle d'entraînement, puis c'est comme ça qu'il s'est brisé ça. C'était pas tant célébrer une victoire, c'est vraiment parce qu'il avait pas envie de faire son training d'après-match, puis les A's, man, sérieusement, je sais plus quoi faire de cette équipe-là, je sais plus. Attends, veux-tu savoir aussi qu'est-ce qu'ils vont faire, cette équipe-là? John Fisher qui charge des billets à 100$ pour le tout dernier match de la saison des A's à la fin de l'année. Non, mais il ne faut pas manquer ça, c'est l'événement de l'année à Oakland. L'événement de l'année. Mais Mason Miller, puis sans spoiler ce que Mio va dire, Garrett Crochet, c'est probablement les deux gars qu'on savait au mois de janvier-février qui ne traverseront pas la période des transactions. On savait qu'Oakland et les White Sox de Chicago allaient être putrides, mauvais. Sortez tout le dictionnaire des synonymes que vous voulez. Des antonymes. Oh, même faites ce que vous voulez, là. De tous les qualificatifs qui existent. Mais Pop, t'as parlé de Garrett Crochet. À quel point c'est tellement bizarre comme plan. Fait que pour les gens à la maison, Garrett Crochet aussi, jeune lanceur de 25 ans, vient tout juste d'avoir 25 ans chez les pauvres White Sox, a été un All-Star cette saison. Il annonce son petit plan. Il dit, bon, ben parfait. Moi, c'est bon. Je m'attends à être échangé. Toutefois, l'équipe qui va faire mon acquisition, il doit y avoir un nouveau contrat sur la table pour moi. Puis pas juste un nouveau contrat. Il faut une certification que l'équipe qui va faire l'acquisition de Garrett Crochet va l'utiliser comme lanceur partant. Parce qu'on sait, quand il est arrivé dans les majeurs, a commencé comme releveur, a fait la transition et fait une super belle job quand même chez les White Sox de Chicago, malgré la qualité de l'équipe. À cette heure, qui va pouvoir se permettre ça? Parce que là, il y a tous les pouvoirs de négociation qu'il veut, là. Il n'est pas obligé de signer l'année prochaine. Puis après ça, il peut juste dire, hey, sais-tu quoi? Moi, je vais juste m'en aller. Puis, avec sa saison, là, il y a tout le leverage qu'il faut pour se présenter. Mais là, c'est sûr que là, on vient de mettre une petite branche dans les roues un peu. Là, on vient peut-être de rétrécir certaines équipes qui peuvent aller se le permettre d'aller chercher Garrett Crochet d'ici mardi. Écoute, moi, je vais rebondir un peu sur les cas de Miller et Crochet. Miller, écoute, je comprends pourquoi plusieurs le voyaient être échangé, puis c'est vrai que maximiser la valeur d'un releveur qui est super bon, surtout pour une équipe comme les A's, ça aurait pu être intéressant, mais il y a encore 5 ans de contrôle après cette année, puis je me suis toujours dit que ça allait être un peu plus compliqué, puis là, je pense que ça vient un peu changer la situation. Je pense que là, il n'y a plus vraiment d'équipes qui vont payer le gros prix pour lui, surtout qu'il va manquer quelques semaines. C'est pas le petit doigt de sa main droite, la main avec laquelle il lance, donc c'est déjà un petit peu moins pire, mais je pense quand même à ça, les A's vont juste le garder et l'amener à Sacramento l'an prochain. Pour Crochet, par exemple, là, ça devient vraiment intéressant parce que tu l'as dit, pour lancer en octobre, il ne lancera pas en octobre sans qu'il y ait une extension salariale, une extension de contrat pour qu'il va le garder, qui va faire un contrat à long terme. Là, la question, c'est est-ce qu'une équipe va vouloir aller le chercher, le garder dans la rotation, le faire lancer en octobre quand ce gars-là n'est pas habitué de lancer beaucoup de manches par année. Tu l'as dit, Pop est monté comme releveur et il a déjà dépassé, ou en tout cas, s'il ne l'a pas dépassé, il s'approche déjà vraiment beaucoup du plus grand nombre de manches que lancer en une même saison. Là, tu demandes 2 mois de plus possiblement de lancer en octobre. À un moment donné, veut pas. Peut-être que son bras ne tiendra pas. Il revient d'une opération Tommy John aussi, c'était l'an passé, je crois, ou il y a 2 ans. 2022. Ok, ça fait que il revient de ça tranquillement, puis ça reste qu'il y a un danger à ce niveau-là. Mais en même temps, je pense que c'est Bob Nightingale qui disait ça ce matin. Imagine, mettons, Garrett Crochet est échangé aux Dodgers. Les Dodgers, ils font pas signer d'extension de contrat. Crochet lance d'ici en août, en septembre et tout. Puis là, en octobre, il refuse de lancer parce qu'il dit « Moi, je n'ai pas d'extension de contrat, je ne lance pas en octobre. »
penses-tu vraiment que si Garrett Crochet arrive dans un vestiaire et qu'il y a Clayton Kershaw, Mookie Betts, Shohei Ohtani, Freddie Freeman qui le regardent, il va être capable de leur dire en pleine face, moi, tu sais quoi, les boys, je sais que ça fait 2 mois que j'arrive, mais je suis trop cool pour vous autres, je ne lance pas en octobre. Penses-tu vraiment qu'il va être capable de dire non à tout ça? Moi, j'y crois pas. Je comprends pourquoi il fait ça. Je pense qu'il essaie de se donner du levier un peu, comme tu disais, mais je crois pas ça, que ce gars-là va arriver dans une nouvelle équipe en quittant les White Sox, qui sont une disgrâce du baseball professionnel en 2024, OK? Je ne peux pas concevoir que ce gars-là va quitter, arriver dans un vestiaire avec les Dodgers ou... Dans les Dodgers, ça peut être les Yankees avec Aaron Judge, Juan Soto, ou n'importe qui. Ce gars-là n'arrivera pas dans un vestiaire en disant « Ah, tu sais quoi, moi, I'm good. merci les boys, merci de m'avoir amené là, mais ce sera sans moi à partir de maintenant. Je suis en santé, mais ça me tente juste pas. Je ne veux pas risquer mon avenir. Non, j'y crois pas une seconde. Est-ce qu'il va réellement mettre sa menace, entre guillemets, à exécution? » Félix, juste pour parler de justement Garrett Crochet, j'ai la stat ici. Juste avant qu'il ait son opération Tommy John, le plus de manches que Garrett Crochet a lancé en une saison, c'est 54 manches et un tiers. Wow. Il est déjà rendu à 111 et un tiers cette saison. Il a déjà doublé sa marque personnelle d'il y a 3 ans. Ouais. Pour citer un grand philosophe, you play to win the game, et on va voir s'il est échangé à une grosse équipe, s'il va avoir les couilles de leur dire en pleine face, je ne lancerai pas en octobre. Ça va être intéressant à suivre, les gars. Puis pour closer un petit peu baseball, vraiment, le truc le plus drôle que j'ai vu cette semaine, en parlant de lanceurs, c'est un bon petit soir de semaine, il y a quelques jours de ça, alors que les Nationals se font complètement laver par les Padres. Tu sais quoi? Il n'y a plus aucun lanceur qui s'en va, là ce soir. On est en 9e, on va finir la game là. On envoie Ildermo Vargas, OK, les gars, qui n'est pas un lanceur. On l'envoie sur le monticule pour avoir quelques répétitions. Lance des balles à 50 000 à l'heure. Puis, tu sais, c'est ce genre de situation-là dans le sport. C'est tellement drôle. Tu vois quelqu'un qui est, oui, pas à bonne position, ou par exemple même au hockey, quand tu as un gardien d'urgence. Mais là, tu as ça au baseball, quelqu'un que tu vois, sa force, ce n'est pas de nécessairement lancer une balle au monticule. Puis, il a quand même réussi à nous faire vivre des grands moments en attrapant une balle à 91 000 à l'heure qui allait lui arriver d'en face. Puis tu vois tout le monde qui sont en train de célébrer, les quelques partisans qui est encore restant au National Park. J'adore le sport, les gars. Puis c'est vraiment drôle parce que si tu dis 50 000 à l'heure, ça c'était sur ses bonnes. Parce qu'il y en a une, là, je pense qu'elle est rentrée à 36 000 à l'heure. OK? Puis les descripteurs qui étaient là, ils capotent. Écoute, après son pitch à 36 000 à l'heure, le commentateur qui lâche un straight heater, ça m'a vraiment fait rire. C'était une ballonne, sérieusement, c'est la plus grosse ballonne. Il y en a eu beaucoup des joueurs de position qui ont lancé, mais celle-là était particulièrement lente. Même le descripteur, il dit je pense que c'est le lancer le plus lent qui a jamais été enregistré dans l'histoire de StatCast. C'était une ballonne. Donovan Solano a eu 4 secondes pour penser à si elle allait la frapper ou non. Tu sais, on dit souvent que frapper une balle, c'est l'affaire la plus dure dans le sport professionnel. Frapper cette balle-là, je m'excuse, mais je pense que tout le monde était capable. Elle était tellement lente. C'était ridicule. C'était aucun sens. Aucun sens à quel point. On pourrait aller jouer au baseball maintenant, ça veut dire. Voilà. Mais moi, j'affronte juste des joueurs de position qui lancent. Voilà. On fera ça, les gars. On parlait de contrats qui doivent être signés à gauche et à droite au baseball avec Garrett Crochet. Au football, c'est pas mal ce qui a fait toutes les manchettes cette semaine. C'est contrat et argent. À commencer par, finalement, le prochain élu des Packers de Green Bay. Le nouvel arrivé, si on veut, même si ça fait une couple d'années qu'il est dans la ligue, mais c'était sa première année vraiment en tant que partant. Jordan Love qui prolonge avec les Packers de Green Bay un contrat de 220 millions de dollars pour les 4 prochaines saisons. On l'a vu l'année passée, les Packers ont été très dangereux. Ils sont passés à pas grand-chose de retourner au Super Bowl. À quel point est-ce que cette prolongation de contrat-là était importante pour les Packers? Ce qui est important dans le sens que c'est ton carrière de futur, c'est le successeur d'Aaron Rodgers, mais on voyait qu'il ne voulait pas aller au camp d'entraînement, il voulait hold out, mais on n'a jamais été vraiment en grosse panique, je pense, du côté de Green Bay, dans le sens que même Brian Gutekunst, le GM des Packers, était genre « Hey, c'est correct, on avance bien dans les négos, ça va bien,
on va arriver à quelque chose. Et là, Jordan Love arrive, c'est signé. Il ne faut pas aussi rappeler qu'il a le corps de receveur le plus jeune de la NFL en ce moment. Et on a vu ce qu'il a déjà fait l'année passée. Là, on commence vraiment à se dire, OK, pour les 4 prochaines années, on est en mode, on essaie de gagner un Super Bowl et fucking sap du côté de Green Bay. C'est là que je me rends compte que 4 ans, je ne sais pas si c'était vraiment ça qu'on souhaitait du côté de l'état-major des Packers. Est-ce qu'on voulait aller chercher une 5e année pour aller chercher un contrat maximal? Mais non, pour les Packers, c'était le dossier à régler. Puis bravo, c'est maintenant réglé du côté des Packers pour l'année prochaine. Écoute, je suis content pour Jordan Love. Je suis très content pour le gars qui, l'année passée, a démontré des très belles choses et tout. Mais tu l'as dit, a été partant 1 an. Et là, après 1 an comme carrière partant, devient pas l'un des 15, pas l'un des 10, pas l'un des 5. Le carrière le mieux payé de l'histoire de la NFL. Je comprends que tu ne payes pas un gars pour ce qu'il a fait, tu payes un gars pour ce que tu penses qu'il va faire. 1 an comme partant, et il n'y a jamais un carrière qui a signé un contrat avec un plus gros salaire annuel que Jordan Love dans l'histoire du football. Jordan Love, en 1 an, va faire plus d'argent que Brett Favre a fait dans toute sa carrière. Puis je comprends que c'est de réalité, l'argent a beaucoup évolué depuis, mais... L'inflation, c'est un mythe, Félix. L'inflation, c'est un mythe. Brett Favre a fait de l'argent de d'autres façons. Oui, mais ça, en argent de football. Tu regardes ça, tu dis, il me semble qu'il y a quelque chose qui n'est pas logique là-dedans. Puis cette semaine, je lisais The QB School, qui est un des meilleurs créateurs de contenu. Ce gars-là me rend plus intelligent à chaque fois que j'écoute son contenu. JT O'Sullivan, qui est un ancien carrière de la NFL, qui a parti un peu il a fait de l'analyse de films de carrière et tout, puis super intéressant. Je ne peux pas vous recommander assez son contenu. Qui disait cette semaine, quand l'annonce de Tagovailoa, qu'on va parler dans 3 secondes, et Jordan Love, quand c'est sorti, il dit à un moment donné, il y a une équipe qui va se dire c'est surréel de payer autant d'argent que ça pour des carrières et qui va juste repêcher des carrières recrues à chaque 4 ans pour avoir tout le temps un carrière sur un contrat recru parce que oui, c'est beaucoup d'argent, puis la carrière, c'est la position la plus importante, puis oui, il y a un risque à ça, mais c'est tellement d'argent que tu donnes à un carrière qui fait en sorte que tu t'amputes ta masse salariale comme ça n'a aucun bon sens. Est-ce que tu es mieux de payer un Jordan Love à 55 millions de dollars par année ou de prendre un risque sur un carrière recru qui va faire 10 millions par année? Après, si tu le prends en première ronde ou un peu moins si tu le prends plus tard dans le repêchage, Brock Purdy ne fait pas 1 million par année en ce moment. Est-ce que tu es mieux de prendre le risque à chaque fois d'avoir 45 millions, peut-être même 55 millions pour construire le reste de ton équipe et donner un meilleur noyau de soutien? Tu sais, les running backs ne pensaient jamais qu'à un moment donné, on allait faire tu sais quoi, on va juste en repêcher de nouveau, puis tant pis pour les vétérans. C'est arrivé. Puis peut-être qu'à un moment donné, la roue va tourner dans la NFL, puis il y a une équipe qui va se dire regarde, tu sais quoi, moi je suis tanné de payer autant d'argent pour des carrières parce qu'au final, les carrières qui se font payer ne donnent souvent pas le succès escompté. Il y a des exceptions comme Patrick Mahomes et tout, mais tu regardes ça, tu te dis peut-être que c'est une meilleure façon. C'est pas pour rien qu'on parle de maximiser le contrat recru d'un carrière. Ça change vraiment quelque chose quand tu as tout cet argent-là à dépenser ailleurs, puis tu te dis peut-être qu'il y a quelque chose à faire là-dedans, puis on va prendre des recrues, on va prendre une chance. Au pire, si ça ne marche pas un an avec l'autre, on en prend un autre, puis on va construire un bon noyau autour de lui. Peut-être qu'à un moment donné, d'ici 5-10 ans, on parle que les contrats vont continuer de monter, mais peut-être que ça va changer, la dynamique de ça va changer aussi. Je pense que c'est un point intéressant à se demander, surtout quand un gars qui a une année comme partant, aussi bonne a-t-elle été, qui devient le carrière le mieux payé de l'histoire de la NFL, je me demande à quel point ça peut être comme ça à long terme. À quel point ça va continuer de monter comme ça. Moi, ce qui n'aide pas aussi dans ce cas-là, c'est que tu en avais un shitload qui était tout assigné en même temps. Ça a fait en sorte que le prix a absolument monté. On parle peut-être, comme tu dis, Félix, de prendre un carrière recru 4 ans. Moi, ce que je redoute, c'est qu'à un moment donné, les propriétaires se réunissent tous, puis on commence à faire de la collusion comme on a vu au baseball majeur. On dit tout, hey, tel gars, on ne dépensera pas tant X pour faire descendre le marché intentionnellement. Quelque chose qui est illégal, soit dit en passant. Ouais. Moi, ce que j'ai peur que ce genre de choses-là arrive. Mais là, ce qui est quand même intéressant, c'est que Jordan Love est maintenant le gars le mieux payé de la NFL. À égalité avec Joe Burrow et Trevor Lawrence, quel contrat entre les trois risque de mal vieillir le plus? C'est ça, moi, que je suis en train de j'essaie de voir un peu. Ça va être
C'est évident. C'est encore Moi, lourd. je vais à Jacksonville. Les trois, je vais à Jacksonville. Jacksonville a l'air d'être le choix évident. Est-ce que Joe Burrow a tant accompli grand-chose de plus que Trevor Lawrence? Joe Burrow a battu Patrick Mahomes en série au stade des Chiefs. OK. Mais c'est tout. Juste ça. Il n'y a pas beaucoup de carrières qui peuvent dire comme ça. Sur son résumé, avec une ligne offensive comme celle des Bengals qui est incapable de le protéger, et qu'on sait que Joe Burrow est un carrière moyen jusqu'à peu près la semaine 5 d'une saison de la NFL, je me demande écoute, c'est sûr que entre les trois, l'option plus facile, c'est peut-être Trevor Lawrence, mais je sais pas. J'ai hâte de voir ça, mais juste pour te dire, Félix, puis Miu aussi également, Joe Burrow, en ce moment, occupe la plus grosse valeur sur le cap salarial d'une équipe, 24,47% de la masse salariale des Bengals. Un joueur sur 53. Un joueur sur 53. Un joueur sur 53. Puis juste pour vous dire, la LNH, je pense, me semble de mémoire, la LNH maximise les contrats pour pas que ce soit 15% de la masse salariale. Ouais, je pense que c'est 15. Avec... Là, on est rendu quasiment à 25% pour un seul corps arrière dans la NFL. Il y a un effectif de la Ligue nationale avec moitié moins de joueurs en plus de ça. C'est 23 max, 53 au football. Voilà. Puis pour ce qui est de Burrow, on va voir cette année, en tout cas, il est prêt à avoir du fun. Le gars, il s'est teint les cheveux, puis quand il s'est fait demander pourquoi tu as fait ça, il dit bah. Comme Jimmy Butler, finalement. Non, mais je sais pas de qui tu parles, Joe Burrow, parce que ça ressemble à Slim Shady. Là. Ce gars-là est devenu Slim Shady. Non, en fait, c'est le fils illégitime de Slim Shady puis de Cody Rhodes. Là. Je m'excuse. Non, mais vous n'avez pas entendu récemment que Slim Shady est mort? Ouais, mais tu sais, genre, tu peux prendre Joe Burrow puis tu peux faire le meme de quand tu dois battre les Chiefs à 4h, que tu dois faire un diss track à 18h puis tu dois aller battre Roman Reigns à 20h dans la même journée. C'est Joe Burrow, c'est ainsi. Ça ressemble à ça. Puis là, on parle de marché de corps arrière, mais l'affaire, c'est que Jordan Love, c'est pas le seul corps arrière à avoir signé une prolongation de contrat cette semaine. Puis Pop, t'as amené un petit peu les contrats de Trevor Lawrence puis Joe Burrow. T'essaies de nous faire dire peut-être qu'il y a quelque chose de frauduleux là-dessus. J'en ai un que peut-être, moi, je pourrais dire peut-être va être frauduleux. Avec toi, Tagovailoa, qui prolonge avec les Dauphins. On parle d'un contrat aussi en haut de 200 millions pour 4 ans. C'est 212 millions pour les 4 prochaines saisons pour toi en tant que carrière numéro 1 des Dauphins. Puis si tu veux qu'on parle pas, et Félix aussi, là, vu que tu t'es lancé là-dessus sur est-ce que Jordan Love mérite d'être le meilleur, en fait, le carrière le mieux payé dans la NFL. Toi, est peut-être pas le mieux payé, mais il fait partie des mieux payés. Ouais. Puis ça, c'est un nom qui, je trouve, n'a pas tant sa place là-dedans. Ben, ça revient pas à Trevor Lawrence. Je fais juste te dire, Mio, juste préciser, là, on a parlé du top 3 là, qui sont à 55 millions chaque. Là. Qui est quatrième. Toi est quatrième, juste pour te dire. Là. Mais tu sais, gars, je me souviens qu'il y a quelques semaines, quand on avait eu l'annonce de Trevor Lawrence, j'avais dit, les Jags l'ont signé, puis oui, c'est un gros contrat, mais est-ce qu'il y avait une meilleure option? Puis je pense que les Dolphins ont juste fait le même calcul. Ils se sont dit, gars, on n'est pas assez confiant d'avoir un meilleur carrière au repêchage ou quelque chose. On prend une chance avec lui. Il n'est pas mauvais. C'est pas un mauvais carrière. Il reste un carrière, j'ai envie de dire, au-dessus de la moyenne. Il reste un gars qui a hâte de faire rouler cette attaque-là à Miami qui veut pas, il n'est pas une attaque qui est facile. Le gars fait rouler cette machine-là. Oui, il y a des bons receveurs, un bon jeu au sol et tout, mais il fait quand même bien rouler cette attaque-là. Puis, c'est pas un problème. Ça reste un carrière qui a hâte de faire gagner des matchs. Mais c'est un carrière qui n'est pas capable de gagner dans le froid aussi. Ça, on l'a vu l'an passé, puis on le voit depuis des années. Ce gars-là ne gagne pas des matchs dans le froid. Est-ce que ça va être un problème en série comme à chaque année? Bon, l'année passée, c'était un peu extrême quand il faisait à peu près moins 57 degrés à Kansas City. Ça, c'est difficile pour n'importe quel humain normal. Mais ça, c'était la NFL qui avait truqué les matchs pour Kansas City pour gagner le Super Bowl l'année passée. Là. On avait annulé le match à Buffalo, mais lui, à Kansas City, par exemple, lui, on n'annule pas, par exemple.
Ben non, mais non, ok, ça, il y avait une raison légitime, c'était les tempêtes puis Non, tout, non, là, je veux juste Yap. Ouais, Je veux ouais, juste- ouais. La juste défaite Yap. des Steelers avait été repoussée, câlisse. Fait que tu sais, c'est ça. Je pense que les Dolphins se sont dit, gars, on va prendre une chance avec, on sait que ça fonctionne bien et tout, mais tu regardes ça, tu dis, c'est peut-être notre équipe qui aurait été mieux de, gars, surtout on va être dans des gros problèmes d'argent à Miami qui s'en viennent dans les années à venir, là. Ça va être un méchant problème qui s'en vient. Peut-être qu'il était mieux de prendre une chance, réessayer avec une recrue, voir ce que ça va donner, surtout pour ce contrat-là. Puis, à un moment donné, il y a une équipe qui va le faire. Je suis de plus en plus convaincu qu'il y a une équipe à un moment donné ça ne fonctionne plus. L'autre possibilité, c'est que la NFL décide, comme ça avait été dans l'air, de le cap salarial du carrière ne compte pas dans la masse salariale ou on ajuste la masse salariale en conséquence parce que c'est pas soutenable. Tu peux pas payer autant d'argent pour un carrière qui, aussi correct soit-il, fait en sorte que le reste de ton équipe est aussi mauvais. Puis, mauvais, entre guillemets, là, tu t'affaiblis beaucoup trop en payant autant pour un carrière. Puis c'est pour ça que je me dis, éventuellement, il y a une équipe qui va prendre ce pari-là. Ça va peut-être pas marcher, mais il y a une équipe qui va l'essayer, ça, je suis sûr et certain. Juste pour lancer la méta, puis ça va être perfectionné, puis dans quelques années, là, ça va être une nouvelle stratégie qui va être bannie dans 5-10 ans par Roger Goodell. On est définitivement entre deux méta en ce moment. Là. Ouais. Tout en ce moment est essayé. C'est quelque chose de nouveau. Il n'y a rien encore de seté. Hey, les gars, honnêtement, s'il y a un job que personnellement, moi, je ne veux pas, c'est celle de gérer les contrats pour les Cowboys de Dallas. Parce que, bon, les Cowboys, où est-ce qu'on peut commencer avec ça? Bon, ben, encore une fois, on faillit à faire du chemin en séries éliminatoires. Et puis là, on embarque dans une nouvelle saison. On le sait, il y a le contrat de Dak Prescott qui s'en vient, mais c'est pas le seul qui arrive, OK? Il y a CeeDee Lamb qui va être aussi à sa dernière année de contrat. Puis CeeDee Lamb, en ce moment, il refuse de se pointer au camp d'entraînement du moment qu'il n'y a pas de nouvelle entente. Je veux dire, il pull en ce moment un Le'Veon Bell. Pas de contrat, je ne me pointe pas. Puis c'est pas le seul aussi parce qu'on parle aussi de Micah Parsons, on parle de Zach Martin qui est un méchant morceau à cette ligne à l'attaque. Puis en défensive, on parle aussi de Marcus Lawrence. Puis en plus, un autre receveur dans tout cet alignement-là avec Brandon Cooks aussi qui fait des gros dollars. Parce que la triple menace est aussi un podcast où on interprète le rôle de directeur général. Par où est-ce qu'il faut commencer avec les Cowboys? Je pense que le plus important là-dedans, c'est Micah Parsons. Je pense qu'on le voit à chaque match. Tu sais, c'est rare un joueur en défense qui peut autant impacter un match à lui tout seul. Les Steelers en ont un avec TJ Watt. Puis, tu sais, il y en a peut-être 5-7 dans toute la NFL des joueurs défensifs qui peuvent vraiment prendre le contrôle d'un match à eux seuls. Micah Parsons en fait partie. Puis, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix de signer Micah Parsons à gros prix. Après ça, on parlait des contrats de carrière. Dak Prescott va peut-être devenir le mieux payé s'il signe un nouveau contrat. Puis encore là, on revient à est-ce qu'on va vouloir payer tout cet argent-là pour Dak Prescott? On sait que Jerry Jones est fidèle à ses joueurs. A été fidèle à Tony Romo pendant des années. Puis même Ezekiel Elliott, quand il a fait la même chose en 2019, avait signé un contrat de 6 ans. C'est des gars qui finissent par avoir leur argent. Puis Jerry Jones aime payer ses joueurs. Est-ce qu'on va le refaire avec Prescott? Surtout, c'est parce qu'il aime payer, parce qu'il a aussi la capacité de le faire. Oui, mais tu veux pas, il y a un plafond salarial aussi qui, oui, dans la NFL, n'existe pas pour vrai, mais il y a quand même un plafond salarial qui existe, en tout cas, qui est très compliqué à comprendre pour le commun des mortels, là, parce que tu peux tasser de l'argent, c'est hyper compliqué le plafond salarial dans la NFL, mais tu peux pas payer pour autant d'argent. Il va falloir que tu coupes à quelque part à un moment donné. Là, imaginons que tu payes Prescott à, je sais pas, 56 millions par année ou quelque chose comme ça parce qu'il va être le mieux payé de la ligue. Peut-être même 60, on ne sait pas. C'est ça. Mettons, je vais rester conservateur. Mettons 56-57. Tu payes Parsons un 30 millions par année qui est c'est le marché pour des joueurs comme ça. CeeDee Lamb qui va vouloir avoir un contrat à Justin Jefferson. Là, à un moment donné, ça commence à faire beaucoup d'argent pour les Cowboys il va falloir qu'on coupe. Est-ce que DeMarcus Lawrence qui commence à prendre de l'âge pourrait quitter? Est-ce que Zach Martin qui commence à prendre de l'âge, ça pourrait être dans la saison à Dallas? Les deux ont ralenti. En fait, peut-être pas DeMarcus Lawrence, mais Zach Martin ralentit un petit peu. Est-ce qu'on va continuer de donner du gros argent à des vétérans comme ça? Je ne sais pas, mais je pense que Parsons et CeeDee Lamb doivent être les deux priorités à Dallas. Prescott après, je pense que les deux vétérans, il faut peut-être que tu penses à les laisser partir. Aussi bon ont-ils pu être à Dallas? À un moment donné, il faut que tu coupes à quelque part. Je pense que c'est aussi simple que ça. Tout le monde va être le mieux payé de la ligue. Ça ne fonctionnera plus.
Tu peux pas avoir, tu peux avoir les 12 positions les mieux payées de la ligue. Ça fonctionne pas. Puis, meanwhile, du côté de Cincinnati, t'as encore Jamar Chase qui attend. Ouais, ben oui. Moi, Honnêtement, c'est simple. Les receveurs dire- cette année, il y a Justin Jefferson qui a signé. Les Tu autres, veux dire, Pop, Amon-Ra St. Brown. fan des Canadiens, Jamar Chase. Ouais. oui, Oui. effectivement. Mais pour répondre à ta question, Mio, je pense que la première priorité des Cowboys serait de signer ses cheerleaders. Mais ça, c'est juste une petite référence au documentaire sur les Cowboys qui est sorti récemment. Oui. C'était ça la Considérant que c'est le club sportif le plus riche dans le monde, brother. Et de loin, c'est pas juste Brother, le plus riche, mais c'est et de loin. Mais Jerry Jones, il va falloir sortir le chéquier très bientôt. Non, faudrait pas. Non, faudrait pas. Ah, tout ça pour dire... Bio avec toute son empathie légendaire là-dessus, mesdames et messieurs. Ah oui, vraiment. Non. Beaucoup d'empathie pour des hommes comme Jerry Jones. Peu importe. Passons au prochain sujet, les boys. On parle du basketball et surtout basketball. On va y aller très simple. Basketball aux Olympiques. Canada qui a fait son entrée dans ce tournoi olympique contre les Grecs et Giannis Antetokounmpo. Et on sort avec un résultat positif, une victoire de 86-79 dans lequel Shai Gilgeous-Alexander a dévoré tout ce que la défensive grecque lui donnait. Et aussi Jamal Murray qui était en sortie de banc. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de regarder un petit peu ce qui se passait dans ce match, un petit peu autour, ou si même vous avez quelque chose à rajouter par rapport à cette équipe canadienne-là. Moi, je vais juste rajouter une chose. C'est que la dernière fois que le Canada a gagné un match aux Olympiques, vous deux n'étiez même pas nés. C'est la première victoire olympique. Mais toi, avec tes 600 ans, t'étais né, je pense, hein? Close. Attends, mais peux-tu dire c'était en quelle année, Pop? Quoi? C'était en quelle année la dernière victoire canadienne? En 2000. C'est en 2000. Ah, j'étais à comme 5 mois d'être né, là. Ouais, non, c'est ça. Puis, mais ça n'a pas été facile du tout pour le Canada, là, tu sais. Ah non plus. En première demi, c'était OK. On a bien fait ça contre la Grèce, contre Giannis Antetokounmpo, c'est bien correct. Mais là, tu as Lugansdor, tu as eu Dylan Brooks, puis il y a le troisième, c'est Dwight Powell qui les trois ont été sortis du match pour accumulation de fautes. Et ça, c'était 3 piliers défensifs pour justement garder Antetokounmpo serré dans les rangs puis l'empêcher, mettons, de faire son travail. Je pense que là, du côté du Canada, il va falloir qu'on reste discipliné, qu'on reste un peu sur la track parce qu'il ne faut pas oublier que la NBA, c'est 6 fautes pour se faire sortir. Aux Olympiques, c'est 5. Donc, il y a peut-être ce côté-là, du côté du Canada, qu'il va falloir regarder de ce côté-là. Tu sais, un gars comme Dylan Brooks, un gars comme Lugansdor, tu sais, défensivement, c'est des dogs, c'est intense au fond, mais on l'a dit la semaine passée, la FIBA et la NBA, ce n'est pas la même chose. Non, puis tu vois comment justement Brooks, ça s'adapte en jeu international. C'était la même chose aussi quand l'équipe canadienne se battait pour une 3e place au championnat mondial de l'année passée. Dylan Brooks qui était fantastique pour le Canada, mais à chaque fois en défensive, tu sais, juste un petit peu trop pousser la chose et ce qui fait que tu joues avec 5 fautes et non pas 6 en match international. Félix, toi, de ton côté, un petit peu, qu'est-ce que tu perçois un peu de cette délégation canadienne-là? Je pense qu'il y a tellement de talent que les espoirs sont permis pour cette équipe-là. Je pense qu'on va, battre la Grèce et tout, je pense que c'est de bon augure pour essayer de sortir de ce groupe-là. C'est pas mission accomplie encore, mais je pense qu'on va être capable de sortir de ce groupe-là. Surtout qu'on n'a pas 6 points de pénalité comme les joueurs de soccer canadiennes. Oh, mais je pense qu'on va être capable de sortir de ce groupe-là. Là, après ça, bonne chance parce que ça reste que la compétition est relevée. Veut pas, l'équipe américaine est bonne. On aime ça les taquiner, ça reste une équipe qui est tellement solide. Mais tu l'as dit, la NBA puis le basketball international, c'est pas la même chose. Puis il y a des affaires plus folles que ça qui sont arrivées. Puis
Sérieusement, c'est des un match. Fait que ça peut aller vite. C'est comme dans la NFL. N'importe quelle équipe peut gagner n'importe quand. Puis, tant que l'équipe est prête, tant que l'équipe est capable de. Ça te prend juste un match. Il faut que tu sois capable d'être la meilleure équipe sur un match, pas les 4 de 7. C'est soit la meilleure équipe sur un match, puis tout peut arriver. Je pense qu'on peut croire à une médaille. L'or, écoute, j'irai pas jusqu'à dire qu'on peut croire à l'or, mais je pense peut-être une médaille de bronze, c'est possible. Peut-être même une médaille d'argent. Puis encore là, une médaille d'argent, c'est 50-50 rendu là, si tu te rends en finale. Puis je pense qu'on peut espérer une médaille. Je suis pas sûr qu'il va en avoir une, mais je pense qu'on peut avoir des espoirs de médaille pour cette équipe-là canadienne. Mais moi, ce qui me réjouit, c'est que là, il reste à affronter l'Australie et l'Espagne dans la phase de groupe. L'Australie, OK, je pense que c'est quelque chose qui est assez faisable du côté canadien. Attends que Patty Mills marque 52 points pour une fois. Patty Mills qui va qui va être Klay Thompson 2.0 aux Olympiques. Ah oui, il va t'en mettre 52 pleine tête. Oui, mais en revanche, tu vas avoir Shai Gilgeous-Alexander qui va pouvoir se venger sur Josh Giddey pour la saison de marde qu'il y a eu, puis tous les problèmes qu'il y a eu en dehors de ça contre les Australiens. Puis après ça, tu as l'Espagne qui commence à être vieillissante un peu. C'est une maison de retraite. C'est une maison de retraite. Tu pourrais aller jouer pour l'Espagne. Non, je pense que même à ça, je pense que je suis encore trop vieux pour ça. Mais tu sais, c'est beau d'avoir les frères Montgomery, là, mais tu sais, quand t'as encore les Gasol pas loin, là, ça veut dire que tu commences à être vieux un peu. Là. Non, définitivement. Puis vous avez mentionné la sélection américaine qui aujourd'hui avait le plus grand défi de son pool parce que les États-Unis, ils ne pouvaient pas avoir un groupe difficile. Mais une équipe, par contre, qui était à surveiller de ce même groupe, c'est celui de la Serbie qui, aujourd'hui, ont plié face aux Américains. Au-delà de la victoire, moi, c'est juste ma vendetta, encore une fois, personnelle, ma croisade de mon némésis Joel Embiid. Je pensais que tu allais dire Rudy Gobert, mais bon, ça c'est... Non, quand c'est la France, la France sont aussi sur Fraud Watch aussi, là, je tiens à dire. La France, à date, est quand même frauduleuse au basketball, mais où est-ce que je m'en avais ça? Oui, donc Joel Embiid. Moi, les gars, la saison de la NBA, ça s'en vient dans quelques mois. Puis moi, j'avais l'intention de préparer un petit quiz pour vous. Puis une des questions que j'allais avoir pour vous, c'est est-ce que Joel Embiid jouera face à Nikola Jokic? Chose qui n'est pas arrivée par le passé, malgré que Embiid prétend être le meilleur centre de la NBA. Écoute, ils ont joué contre dans ce match olympique, sauf que Joel Embiid a été plus une nuisance qu'autre chose. Et malgré la défaite, vous pouvez dire ce que vous voulez de cette statistique, mais Joel Embiid a quand même réussi à finir avec un différentiel de -8 dans une victoire américaine, tandis que Jokic, de son côté, est resté quand même à 0, ce qui est littéralement neutre. Mais tout ça pour dire, encore une fois, c'est juste un autre épisode du fait que Joel Embiid n'est pas fait pour le jeu international. Puis en plus de ça, si vous voulez vous réjouir à la maison sur les joueurs que vous n'aimez pas, Jason Tatum n'a pas joué du match non plus. Alors que Derek White a eu des minutes. Mais si je ne me trompe pas, tout le monde a eu des minutes sur Jason Tatum. Je pense que Tyrese... Si je ne me trompe pas, je pense que Tyrese Haliburton n'en a pas eu aussi. Peut-être. Mais c'est plus drôle de rire de Jason Tatum. Oui, Tyrese Haliburton a quand même une belle cote de popularité, mais tu sais, tu regardes ça, Jason Tatum vient de gagner la finale de la NBA avec les Celtics et tout. Meilleur joueur de cette équipe-là. Un des 3 joueurs des Celtics sur cette équipe américaine-là, Jaylen Brown, qui n'est pas là d'ailleurs. Un des 3 joueurs des Celtics sur cette équipe américaine-là. Le seul qui ne joue pas, Steve Kerr, qui explique ça en disant oui, c'était une décision de l'entraîneur, je voulais jouer un match-up et tout. Jason Tatum est supposé être un joueur qui n'est pas nécessairement dépendant de son match-up. Laissez-moi douter de ça. Je pense peut-être qu'on juge vraiment que c'est pas un des meilleurs joueurs de cette équipe-là. Puis écoute, Kevin Durant aujourd'hui qui fait dire qu'il ne donnera pas sa place à Jason Tatum. Jason Tatum moi j'ai toujours pensé que c'était le meilleur marqueur de sa génération. Aujourd'hui, le public olympique a bien pu le voir. C'est vraiment des fois, tu en as une bonne dans le corps au basket et Kevin Durant en avait une excellente dans le corps aujourd'hui. A presque battu la Serbie à lui tout seul. Ça allait pas super bien en début de match, puis il est arrivé dans le match, a marqué
23 points. Il n'a pas manqué un tir de la première demi. Je ne sais pas s'il en a Il a manqué manqué un tir au total dans tout le match. OK, en deuxième demi, le hockey, je sais qu'il était parfait en première demi. 21 points, je pense, en première demi. Ça roulait ses affaires avec Kevin Durant dans ce match-là. C'était tous des shots difficiles. Là. Je sais pas si vous avez vu, là, c'était tout genre... Ce gars-là est smooth quand il tire un ballon. Je n'ai jamais vu un gars aussi smooth que lui pour tirer un ballon. Steph Curry est pas loin, mais Steph Curry n'a pas la polyvalence de Durant de marquer partout. On va parler de ce match de Kevin Durant comme on parlait du match de Carmelo Anthony contre le Nigeria. C'était en 2012, un match que Carmelo Anthony était totalement en feu puis avait marqué, je pense, 37 points dans cette victoire-là. On va en parler un petit peu pareillement. On va passer maintenant, boys, au hockey sur glace parce que les Oilers sont officiellement devenus, en fait, sont passés de l'équipe la plus appréciée au Canada à l'équipe la moins appréciée officiellement du Canada grâce à un nouvel engagement qu'ils ont fait avec le nouveau directeur général de l'équipe qui est nul autre que Stan Bowman. Stan Bowman qui avait été aperçu pour la dernière fois à la barre des Blackhawks de Chicago. Les boys, pouvez-vous bien expliquer pourquoi au-delà de Stan Bowman, parce qu'il y a d'autres éléments, bien sûr, là. Pourquoi est-ce que les Oilers d'Edmonton deviennent l'équipe la plus détestée de la Ligue? Ben, je pense qu'évidemment, Stan Bowman est la raison numéro 1. Je pense que ça... Veut pas, il y a beaucoup de gens, le scandale de Kyle Beach, puis avec raison, ça a été un scandale, c'est pas pour rien. Ça a été une histoire assez... qui a marqué les esprits et tout. Puis Stan Bowman, qui était le directeur général de cette équipe-là à Chicago, aurait été au courant de ce qui se passait, n'aurait peut-être pas nécessairement... agit selon ce qu'il aurait dû faire dans les circonstances. Et a donc été banni de la Ligue pendant quelques années. Même chose pour Joel Kenville, d'ailleurs. Les deux ont été réinstaurés par Gary Bettman c'était le 1er juillet, ou en tout cas, c'était au début du mois de juillet. Je ne sais pas si c'était le 1er exactement. Pouvaient revenir, se retrouver un emploi dans la LNH. Et les Oilers, qui, pendant que plusieurs espéraient que Jeff Jackson, le président de l'équipe, devienne le DG parce qu'on aimait vraiment ce qu'il avait fait depuis son arrivée, finalement, on embauche Stan Bowman qui a eu l'approbation de Carl Beach, de Sheldon Kennedy, qui est un gros visage dans cette quête-là d'inclusion de la LNH. C'est un peu comme pas le saint, mais quand il parle, sa parole est très respectée. Je vais expliquer un peu. Sheldon Kennedy, pour ceux qui ne savent pas, si vous vous souvenez de Théorène Fleury, qui, on sait, a eu des histoires qui s'est fait agresser sexuellement quand il était jeune par un entraîneur, Sheldon Kennedy était un peu la même chose. C'était exactement la même chose, si je ne me trompe pas, par le même gars. Fait que les deux sont comme devenus les visages un peu des victimes d'agressions sexuelles au hockey. Puis avec les médias sociaux comme Hakim Aliou, un peu, qui est un peu dans le même combat pour les droits des joueurs afro-américains dans la Ligue nationale. Il y a certains acteurs comme ça qui, pour la justice sociale dans la Ligue nationale, qui fait parler beaucoup, puis Sheldon Kennedy en fait partie, justement. C'est juste je sais que Kennedy fait beaucoup d'ateliers avec les équipes en début de saison. À chaque début de saison, je pense, il fait des ateliers avec les joueurs, les membres de l'organisation pour sensibiliser et tout à ça. C'est vraiment un nom qui est respecté dans la Ligue et tout, puis qui s'investit beaucoup dans cette Ligue-là. A donné son accord, a donné sa bénédiction, surtout pour cette embauche-là, qui, on sentait peut-être monter un peu en relation publique depuis une semaine ou deux. Finalement, on sentait que c'était dans l'air. Les Oilers ont finalement confirmé que Stan Bowman était le DG de l'équipe. Stan Bowman, qui est reconnu comme étant le DG qui a gagné 3 Coupes Stanley à Chicago, mais pour certains, qui est un peu celui qui a hérité de cette équipe-là, puis qui ne veut pas, avec le temps, le déconstruire un peu. Son plus gros fait d'armes, c'est probablement d'avoir attiré Artemi Panarin à Chicago, juste pour l'échanger 2 ans après à Columbus. Cette équipe-là, puis il ne veut pas, l'âge a fait en sorte que l'équipe a été démantelée aussi. Des problèmes de santé et tout, c'est comme n'importe quelle dynastie. Là, on l'a bien vu avec les Bulls dans The Last Dance. À un moment donné, ça ne peut pas durer éternellement, il faut que ça tombe à un moment donné. Puis, pas nécessairement un gars qui a une feuille de route qui fait l'unanimité, mais qui a quand même gagné la Coupe à 3 reprises. C'est quand même un bon CV à ce niveau-là, mais veut pas, il y a toujours le nuage Carl Beach au-dessus de lui qui fait en sorte que c'est pas nécessairement une embauche qui fait l'unanimité à ce niveau-là. Maintenant, je pose la question, là. Oui. Vas-y, Pop. Non, vas-y, Mio. T'es trop fin. Parce que moi, là, j'ai une question, parce que là, Félix parlait justement de comment la situation Artemi Panarin avait été faite à Chicago. Maintenant, si tu es un fan des Oilers, est-ce que tu as peur pour l'avenir de Leon Draisaitl à Edmonton? Je pense pas.
je comprends pourquoi tu te poses la question, puis je pense que c'est légitime de se demander ça, mais je pense que Draisaitl va rester. Moi, j'ai de la misère à le voir quitter. Je pense qu'il sait qu'il l'a bien. Ça va bien pour lui à Edmonton avec McDavid et Evan Bouchard et toute cette équipe-là. Il ne veut pas qu'il reste une des bonnes équipes. On l'a vu, il a été en finale cette année, passé à un match de gagner la Coupe Stanley. On a un bon noyau à Edmonton, puis je sais pas, j'ai de la misère à penser qu'il pourrait quitter, mais c'est sûr que c'est le plus gros dossier sur sa table en ce moment. Il faut que tu t'arranges avec Draisaitl pour qu'il reste, qu'il ait joueur autonome dans 12 mois. Est-ce qu'on va réussir? Draisaitl pourrait décider d'aller voir sur le marché, voir ce qui est disponible pour lui, parce que c'est sûr que si Leon Draisaitl devient joueur autonome, il y a des équipes qui vont sortir du cash, il y a des équipes qui vont sortir du très, très, très gros cash avec le plafond salarial qui va monter. Comme je dis, je pense qu'il va rester. Je pense que lui, Connor McDavid et Evan Bouchard vont tous signer des énormes contrats pour rester à Edmonton. Je pense qu'on va construire autour de ces trois gars-là, mais il suffit qu'il y ait un... on ne sait jamais, ça peut dérailler à tout moment des négociations. On l'a vu dans les... Il y a toujours des Steven Stamkos, qui est un bon exemple, qui, il y a un an, pensait que Steven Stamkos allait finir par quitter Tampa Bay. Pas grand monde. Finalement, c'est arrivé. Est-ce que Même en 2016, on pensait peut-être qu'elle allait partir en 2016. C'est ça. Mais on pensait qu'elle allait partir en 2016, mais l'année passée, tout le monde pensait que Stamkos finissait sa carrière à Tampa Bay. Tant que c'est pas réglé, c'est sûr qu'à Edmonton, on va s'inquiéter. Tant que Leon Draisaitl n'a pas signé un contrat pour rester en ville, on va avoir peur qu'il parte, mais je pense qu'il va rester. Moi, la seule chose que j'ai hâte de voir avec les Oilers, c'est le jour où Brandon Saad va être échangé aux Oilers parce que Stan Bowman l'a eu 1 million de fois dans sa carrière. Il a fait 1 million d'échanges impliquant Brandon Saad. Je pense qu'il y a eu 3 échanges puis il a perdu les 3. Les 3, il se fait avoir à chaque fois. Originalement, si je ne me trompe pas, Artemi Panarin, quand il est parti de Chicago pour aller à Columbus, c'était pour ramener Brandon Saad à Chicago, notamment. Après ça, il a été échangé. Maintenant, il est rendu à Saint-Louis. Brandon Saad, moi, si j'étais trop big, là, moi, je commencerais à checker les maisons à Edmonton. Le marché immobilier à Edmonton, je ne sais pas comment c'est par rapport à Saint-Louis, là, mais commence à checker ça. Je te dis ça de même. Là. Et puis imagine si Marc Bergevin qui était lié à Brandon Saad à chaque année. Chaque asti d'année, Brandon Saad était lié au Canadien. Là. Imagine si Marc Bergevin se ramasse à Edmonton à quelque part là-dedans. Là. Oh my God. Il peut commencer à regarder les maisons et peut en acheter une. À chaque année, il était lié à Marc Bergevin, puis c'est un moment qui va tout le temps le chercher. Et sérieusement, si ça arrive, Marc Bergevin à Edmonton, Brandon Saad, vous pouvez mettre tout l'argent que vous voulez là-dessus, il s'en va à Edmonton. En ce moment, je dirais une équipe qui a réglé quelques dossiers finalement, on va se le dire. L'équipe la plus populaire de la Ligue nationale de hockey, et j'ai nommé les Blue Jackets de Columbus. Non mais, OK, on rit, mais ils ont fait des moves cette semaine, les gars. Ouais. Ils en ont fait, puis pour les quelques partisans des Blue Jackets dans l'État de l'Ohio, il y a des bonnes choses là, qui peuvent s'en venir. Je ne dis pas qu'ils s'en viennent, qui peuvent. Ouais, puis le peuvent, tu le mets en gros guillemets puis en caractère gros majuscule. Là. Peut-être que des bonnes choses peuvent arriver, mais au moins, ce qui est sûr, c'est que là, on s'est assuré de conserver les services de Ken Johnson et Kirill Marchenko. Kirill Marchenko aussi, 20 goal scorer merchant avec 3 mentions d'aide dans une saison. Mais Monsieur Cy Young. Il va marquer des buts. C'est bien correct. Puis, avec ça, on a aussi quelques nouvelles avec le dossier de Patrick Laine et de son intégration au programme d'aide des joueurs. Pas où commencer maintenant avec Columbus. Maintenant, là, on voit, on fait un petit peu le ménage. Là, on semble même avoir trouvé notre entraîneur-chef en Dean Evason. À quel point est-ce qu'on peut s'accorder un petit peu de positivisme? Ça se dit pas, ça, du positivisme. À quel point on peut être satisfait de ce qu'on a fait avec Columbus? D'optimisme. Oui. Écoute, Ken Johnson, Kirill Marchenko, c'est des bons contrats, des contrats plus de transition. On n'a pas signé ces gars-là pour 8 ans. On veut qu'ils prouvent encore leur valeur avant de leur donner un gros contrat. Marchenko voulait probablement signer à plus long terme parce qu'il allait avoir une grosse saison et tout, mais finalement, va signer un contrat de transition. Ken Johnson, lui, tellement prometteur. Tellement prometteur, ce gars-là. Puis, ça une bonne année recrue, mais l'année passée, ça n'a juste pas levé pour Ken Johnson. Là, on peut qu'avec le changement d'entraîneur et tout, ça va l'aider un peu. En tout cas, on lui souhaite parce que ce gars-là est bien trop talentueux pour être mauvais.
je trouve que c'est à 1,8 par année pour Ken Johnson, surtout pendant 3 ans, ça peut être une maudite belle aubaine si en fait, s'il atteint son plein potentiel. Peut-être que la 3e année à 1,8, on va vraiment être content d'avoir Ken Johnson à 1,8 million de dollars. Mais écoute, je pense qu'on peut être content à Columbus et tout d'avoir réglé ces 2 dossiers-là, mais je pense qu'on ne peut pas prendre des vacances encore parce que même si on a un entraîneur et on a signé ces 2 jeunes-là, là, Patrick Laine est sorti du programme d'aide aux joueurs. On sait qu'il va être échangé. On sait que les Blue Jackets veulent l'accommoder. Les équipes voulaient parler à Patrick Laine pendant qu'il était dans le programme. Ils ne pouvaient pas le faire parce qu'il est dans le programme. Et là, il est sorti du programme. Fait que là, les équipes vont vouloir parler avec Laine. Peut-être que là, si tu réussis à attirer 2-3 équipes, là, Don Waddell, il faut qu'il négocie ça. C'est le gros dossier qui reste. Puis pendant les prochaines semaines, on va beaucoup entendre parler de Laine parce que on sent que ça s'en vient. Puis moi, je serais surpris que Patrick Laine commence la saison soit avec les Blue Jackets au début du camp d'entraînement. Je pense qu'il va être échangé d'ici la mi-août, peut-être la fin ou à la limite. Mais je ne le vois pas être avec les Blue Jackets au moment où les camps d'entraînement vont commencer. Où va-t-il aller? Je pense que votre pari est aussi bon que le mien. Évidemment, le Canadien qui a été lié à ce dossier-là. Les Capitals aussi, qu'on a entendu peut-être comme une équipe qui pourrait être intéressée. Il y en a 1001 d'équipes qui pourraient aller chercher un gars comme Patrick Laine, tellement talentueux. Le contrat est imposant, 8,6 millions par année, si je ne me trompe pas, pour cette année et l'année prochaine. Les Blue Jackets vont devoir retenir du salaire, mais je pense qu'on peut quand même aller chercher un petit choix au repêchage ou un espoir là-dedans. Tu regardes ça, tu te dis, mettons une équipe qui a beaucoup de choix au repêchage, tu donnes un choix de 2, puis tu as un Laine qui arrive, puis les Blue Jackets sont contents, ils se débarrassent un peu d'argent, puis tu as un gars qui peut jouer sur ton top 6. Il me semble que c'est pas une mauvaise. Un petit choix de 2 là-dedans. Des équipes qui ont tellement d'espoir. Je pense au Canadien qu'il y a 9 choix au prochain repêchage. Il y a déjà tellement d'espoir. C'est quoi de donner un choix de 2 pour un gars qui peut t'aider sur ton top 6 cette année? Moi, c'est comme ça, je le vois. Puis je pense qu'il y a une équipe qui va prendre cette chance-là d'aller chercher Patrick Laine, de voir s'il peut rebondir loin de Columbus. Moi, ce que je m'inquiète du côté de Columbus, puis ce que je veux voir, c'est qu'on va-tu se décider. Parce que, tu sais, on parle de Ken Johnson, mais tu sais, un gars comme David Jiricek aussi, est-ce qu'on va se décider à est-ce qu'on essaye de gagner avec des vétérans ou on essaie de développer des jeunes? C'est peut-être là qu'on va pouvoir enfin avoir une question. Là, on a Denis Vesson, on a un nouveau directeur général avec Don Waddell. Là, j'ai hâte de. Là, je me demande qu'est-ce qu'on va faire, quelle mentalité on va avoir du côté des Blue Jackets pour les 3 prochaines années. Parce que tu ne vas pas chercher un Johnny Gaudreau sur le marché des joueurs autonomes pour rebuild. On s'entend que. Mais. Right. En tout cas. Puis tu ne signes pas Sean Monahan à gros prix pour reconstruire non plus. Non plus. Non. Mais. Félix, juste un choix de 2e rang pour Patrick Laine. Moi, je fais ça de même. Parce que. Tu sais. Il y a souvent mauvaise presse, des fois un peu Patrick Laine, mais juste ces 3 dernières années à Columbus, là, il y a quand même 117 points en 129 matchs. Il y a quasiment 1 point par match à Columbus. Là. C'est le contrat qui fait en sorte que j'ai peur. Puis, il suffit qu'une équipe ait été un peu inquiète par le programme d'aide ou quelque chose, mais je pense que ça va prendre un 2e choix puis un espoir. Peut-être même à la limite un choix de première ronde. Il ne sera pas gratuit. Et surtout que je pense qu'il va y avoir plus qu'une équipe qui va être intéressée. Ça prend une équipe qui a de l'argent, qui a une place à y faire dans son top 6, puis qui a le capital à échanger pour ça. Je ne sais pas qui va l'avoir, mais je pense qu'il y en a plus qu'une qui pourrait aller chez Patrick Laine. Tu me parles de ça. Moi, je pense que le Canadien coche les 3 cases. Le Canadien coche toutes les cases pour Patrick Laine. Peut-être pas nécessairement prêt à gagner dès maintenant, mais le Canadien a de l'argent, le Canadien a une place sur son top 6. Le Canadien a tellement d'espoir qu'ils ne savent plus quoi en faire. Ils ont 9 choix dans les 4 premières rondes du prochain repêchage. On a un choix de 2, un choix de 3, puis un de tes 27 millions de défenseurs gauchers. Et il me semble que tu as une bonne base. Là. Je sais pas, il me semble que je le vois. Puis tu as un gars qui joue avec Kirby Dach, Alex Newhook sur le 2e trio. Je le vois un peu à ce niveau-là. Mais encore là, il y a peut-être d'autres équipes qui seraient prêtes à faire la même chose aussi. Je pense pas que juste le Canadien dans ce dossier-là, mais je pense que le Canadien, c'est pas pour rien qu'on entend ce ton-là. C'est quand même une équipe qui est logique et qui est facile à associer aux Blue Jackets à ce niveau-là. Puis même Laine en tant que tel est un joueur qui s'accommode bien sur pas mal n'importe quel line-up. Oui, mets-le sur l'avantage numérique, mets-le à gauche, puis il va te marquer. Mets-le à la place de Ovechkin, puis il va t'en marquer 30-40 par année. Là. Cole Caulfield est déjà là, mais tu sais, tu peux avoir Cole Caulfield. Ça s'arrange. Ça s'arrange toujours pas. Cole Caulfield et Patrick Laine, c'est la même unité d'avantage numérique.
Hey, Inquiète-toi pas. sérieusement, c'est un maudit beau problème. S'il faut que tu places. À la limite, là, t'as Caulfield sur une unité, t'as Liney sur l'autre. Tu sais, comme ça, t'as un sniper, c'est du. Tu sais, C'est comme, je vais te comme trouver le des Lightning. solutions, moi. C'est comme le Lightning quand ils ont gagné la Coupe contre les Canadiens. Steven Stamkos sur le deuxième trio. C'était vulgaire, cette équipe-là, man. Sérieusement, c'était vulgaire. 2021-2022. Non, attends. 2020-2021, Canadien de Montréal avait aucune chance de gagner contre le Lightning. C'est ça. Non. Puis, c'est encore drôle parce qu'ils ont passé à juste un but d'affronter les Islanders. T'aurais-tu vu ça, une finale de la Coupe Stanley Islanders de New York contre les Canadiens? Moi, tu peux pas me convaincre que les Canadiens sortaient pas les Islanders si les Islanders se rendaient en finale. Moi, tu peux pas me convaincre que les Canadiens perdaient cette finale-là. Tampa Bay, j'étais beaucoup moins confiant. Mais tu peux pas me convaincre que les Canadiens ne battaient pas les Islanders cette année-là. Comme j'ai dit sur cette émission, j'étais dans un resto-bar sportif avec des amis lors du match 7 entre les Islanders et le Lightning. Et quand j'ai vu le Lightning gagner, mon âme a quitté mon corps et je me suis dit, bon, c'était le fun, les gars. It's Ah non, mais over. tu sais, le troisième trio, Blake Coleman, Yanni Gourde puis Barclay Goodrow, sérieusement, c'était le troisième trio, c'était le deuxième trio de bas des équipes. C'était tellement vulgaire comme équipe. T'avais du monde partout, t'avais Sergachev sur une troisième. David Savard, qui était à peine dans la formation comme sixième défenseur, qui joue quasiment sur une première paire à Montréal ici, qui est pas une aussi bonne équipe. Mais tu sais, c'est un gars de top 4 pareil, David Savard. Là, puis Andrei Vasilevski, tu sais, ah oui, juste le meilleur gardien de la Ligue d'un but. Voyons donc, c'est n'importe quoi, cette équipe-là, n'importe quoi. Les gars, je sais que d'habitude, on réserve la fin d'émission pour le perron d'église, mais là, cette fois-ci, Pop a cuisiné et il nous amène, une fois de plus, un quiz. Fait que, sans plus tarder, je vais te laisser la place à ça, Pop. Qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? Les boys, on a parlé beaucoup de monnaie aujourd'hui. Je pense que, tu sais, on est un peu des finance bros là, cette semaine. Là, on parle beaucoup d'argent Oui. puis de contrats. Là. Bientôt, on va parler de crypto-monnaie là, d'ici la fin de l'épisode, là, je sens. Là. Tellement des finance bros, tantôt on parlait du plafond salarial de la NFL en disant, écoute, ça existe pas. Pour le commun des mortels, ça n'existe pas tellement, c'est compliqué, mais oui, un vrai podcast de Finance Bros ici. Ben, c'est comme la crise de 2008. Ah, les taux d'intérêt, ça n'existe pas. C'est un mythe, ça. Mais bref, les boys, j'ai envie de vous cuisiner un quiz cette semaine. On parle beaucoup d'argent. Et là, j'ai sous la main, ou du moins sous les yeux, une liste de 36 noms. 36 noms qui, l'année prochaine, pour 2024-2025, et j'inclus la saison 2024 de la MLB en passant, vont avoir un poids sur la masse salariale de 40 millions de dollars et plus. 36 gars vont faire 40 millions ou plus sur la masse salariale l'année prochaine. Spoiler alert, il n'y a aucun gars de la Ligue nationale là-dedans. Ouais, moi, c'était assez confiant. Écoute, c'est le pays qui est assez confiant. On est correct. On est correct pour ça. J'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 6 gars au baseball, j'ai 5 gars dans la NFL, puis le reste est au basket. Est-ce que vous êtes capable de me nommer le plus de gars en 5 minutes? Je pense que je peux te clencher le baseball. Félix, je vais essayer de te clencher le baseball. Je peux-tu en donner un juste pour le fun, juste parce que... Vas-y. Shohei Ohtani. OK. Félicitations, oui. Mio. Je pense que t'as même le plus gros de la gang, je pense. Yes, let's go. Ben, honnêtement, Tony, c'est presque un peu weird parce que c'est un drôle de contrat. Ouais, d'argent qui est repoussé. Non, mais tu vois, ce qu'il dit, j'ai donné ma réponse, j'étais comme, attends un peu, non, mais c'est vrai, son contrat, il est tellement... C'est très weird, lui. Mais selon son contrat, c'est 700 millions répartis sur 10 ans. Ouais, c'est vrai. Fait que théoriquement, il y a AAV de 70 millions par année. Mais il y a des crossettes là-dedans, mais ça, c'est le concept de base un peu. Fait que là, on est rendu à 35. Est-ce qu'en 5 minutes, vous pouvez me nommer tous les gars qui vont faire 40 millions de dollars et plus sur la masse salariale l'année prochaine? C'est un départ. OK, je vais y aller au baseball tout de suite. Je sais que Max Scherzer et Justin Verlander sont là. Max Scherzer et Justin Verlander sont là, effectivement. Aaron Judge est à 40 exactement. Aaron Judge à 40 millions très exactement. Tu as un dernier gars de baseball à 40 millions précisément 40 aussi. millions exactement. Mike Trout est un peu en bas. Non, Mike Trout est en dessous de 40. C'est ça, Mike Trout est en bas de 40. Qui d'autre est à 40? Mio, tu peux sortir des gars de la NFL si ça tombe, même des gars de la NBA. La grosse majorité, c'est des gars de la NBA.
Ben écoute, je vais juste attendre que Félix sorte son dernier nom, mais la NBA, ça Non, c'est- mais je c'est l'ai assez pas, facile. vas-y. Je vais passer à Combien t'as dit au basketball, Pop? Il y en a plus d'une vingtaine. Il y en a 21. Ah, ok, bon, ben, LeBron James. LeBron James. Stephen Curry. Stephen Curry. Félix, pensons aux 10 meilleurs joueurs. LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant. Kevin Durant. Paul George avait un énorme contrat avec les Clippers. Paul George est à 49,205 millions avec. Ben en fait, c'est son contrat l'année prochaine avec les Sixers. Oh, C'est ok, ça. je comprends ce que tu me dis. Attends, Kawhi- je pense qu'il y en a un qui t'a peut-être oublié. Chris Paul compte-tu parce qu'il a encore son argent garanti de l'an passé? Chris Je sais qu'il est Paul, non. borderline, Chris Paul. Chris Non, Paul ok. ne compte pas là-dedans. Kawhi Leonard a eu une prolongation de contrat cette saison. Kawhi Leonard est une bonne réponse. Nikola Jokic. Nikola Jokic. Joel Embiid. Joel Embiid. Oh. Qui d'autre a eu un méchant gros contrat dernièrement? Rudy Gobert. Rudy Gobert. Autant que je l'ai. Pensons. Bradley Beal a un énorme contrat en ce moment. Bradley Beal est au 6e rang. Hein, je fais juste vous dire. C'est ça, son contrat est horrible. J'ai dit Giannis. Giannis Antetokounmpo. Oui, tu l'avais pas dit, mais maintenant c'est réglé. Est-ce que ça inclut... Fait que là, tu as dit ça inclut la saison qui s'en vient. C'est ça, c'est la. Donc, ça exclut... Non, c'est le AAV sur le contrat l'année prochaine qui va 2024-2025. Je peux même pas dire Tobias Harris. Non, Tobias Harris n'est pas là-dedans, malheureusement. Je pense que j'ai mon gars de balle. Pendant que tu Félix? penses, là, Jacob DeGrom. Jacob DeGrom, félicitations. Ouais. On est à 2 minutes et demie à peu près. Ok. Est-ce que vous êtes capable au moins de faire un peu de football? On a parlé de beaucoup de gars. Ben oui, hey, on peut t'en nommer 4 déjà pour commencer. Là. Toi! Attends, je fais juste vous dire que... T'es en train de nous parce enlever de que- la cloque en ce moment. Là. Ouais, non, c'est ça. Il y a une twist avec le football, c'est que ça commence cette saison. Tu sais, 2024-2025. C'est ça la twist là. Ok, ben écoute, on en a quand même 4. Ouais. On a Jordan Love. Pas Jordan Love. Ok, peut-être la Ça liste. commence l'année d'après. C'est ça, c'est l'année d'après. Fuck. Ok, ben Joe Burrow, puis Joe Burrow est là. Joe Burrow n'est pas là encore pour l'instant. Josh Allen. Lamar Jackson. Non plus. Non. Les deux sont pas là. Allen et Lamar sont pas là. Non, c'est ça commence 2025, eux autres. Ben, Patrick Mahomes d'abord. Ouais, non, il est en dessous de 40 millions. Ben voyons. Ben t'as peu. Deshaun Watson. Deshaun Watson, c'est le plus haut de la gang. Félicitations. Ah! Ouais, Deshaun Deshaun Watson Watson en est là. plus. C'est sûr, c'est des carrières. Il n'y a aucune autre position qui fait Non, 40 c'est juste des corps arrière. C'est ça. Ben voyons donc. Euh, Aaron Rodgers? Non. Pas Aaron Rodgers. Non, c'est ça. Matthew Stafford. Matthew Stafford est ici, au 3e Il y a rang. une restructuration de contrat. Oui, soit Ouais. en passant une restriction de contrat. Jared Goff. Non, pas Jared Goff. Je sais qu'il y avait un gros contrat. Puis ça exclut même Justin Jefferson, là. Non, il n'y a aucun le non-carrière là-dedans. Oh là. my God. Pas Une Brock minute, Purdy, certain. une minute, les boys. Dak n'a pas de Kirk Cousins, contrat. Kirk Dak Prescott est là-dedans. Dak Prescott est là-dedans. Kirk C'est la Cousins saison est qui là. vient de finir. Excusez-moi, c'est la saison qui vient de finir du côté de la NFL. Fait que Félix, Deshaun t'es Watson... Oui. Kirk Cousins. Kirk Non. Cousins est là. Non! Fuck! C'est qu'on n'a pas calice. C'est sûr qu'il y en a un super évident. Daniel Jones, c'est pas Daniel Jones! Non! Au 5e rang. 47,855 millions de dollars pour Daniel Jones. Ouch! Ouch! Il vous reste 15 secondes. Est-ce que vous voulez Jalen tenter pour la Hurts, NBA? Jalen Hurts. Quoi? Jalen Hurts, c'est-tu là? Non. NBA, il manque qui? Il manque... Luka Doncic. Luka Doncic. Anthony Davis, tu l'as nommé? Zach Levine Anthony- a un mauvais contrat. Anthony Davis et Zach Levine. Et c'est terminé. Terminé, les boys. Vous avez, résultat final, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, plus les 5 au baseball, vous avez 22 sur 36. Ça va. Parce que on est meilleur que la dernière fois. C'est-tu la note de passage? C'est plus que 50 en tout cas.
Oui, c'est plus que 50, mais on est comme. Je pense qu'on est à J'ai vu qu'on est 60. Ouais, je pense qu'on est pas mal à 60. Mais podcast de maths, puis on le sait pas, là. Mais. 61%, je pense que vous êtes Ah, genre let's go! juste sur la ligne. Ça passe D pour diplôme. Hey, juste pour les Levy, là. Au football, il vous manquait Kyler Murray. Il vous manquait Ah Kyler oui, Murray Call au of Duty football. Legend, Kyler Murray. Kyler Murray, baseball, vous avez, Félix les a tout nommé. Ouais. J'ai nommé Shoatani quand même. Oui, c'est vrai, t'as nommé Shoatani, c'est vrai. Vous aviez 2 gars des Suns, vous en manquez un 3e. Bradley, Devin Booker. Devin Booker, vous manquez Jalen Brown, qui sera le plus haut salarié l'année prochaine sur C'est 100%. vrai, j'ai oublié Jalen Brown. Jalen Brown, Karl Anthony Towns. Ah! Rudy Félix, Gobert. je suis déçu. Félix, je suis Rudy déçu. Gobert est là aussi. Ouais, mais il a été Ouais, mais nommé. ça, tu vois, on n'a pas pensé à Karl Ok. Anthony Towns parce qu'il ne fait pas partie de cette liste de joueurs. Oh! T'étais-tu obligé d'aller là? On avait un bel esprit de camaraderie sur ce quiz-là. Tu t'en vas là pour vrai. Wow. Non, mais juste rappeler que Karl Anthony Towns s'est fait bencher à son career high. Parce qu'il était en foul trouble. Il s'est fait bencher parce qu'il game de 60 points. Il vous manquait aussi Jimmy Butler, Damian Lillard aussi. Anthony Edwards, ça, Félix, je suis vraiment déçu. Anthony Edwards, je suis vraiment déçu. Je pensais qu'il rembarquait l'année prochaine son contrat. Je suis vraiment déçu. Oh non, moi, j'ai honte. Ah, j'ai honte. Oh, non, j'ai honte. Tyrese Haliburton, Kyrie Irving, 2 anciens Raptors, soit dit en passant, avec Fred Pascal VanVleet, Siakam aussi. Pascal Siakam et la version pauvre de Mio, Fred VanVleet. C'est vrai. Et les 2 derniers non les moindres, Domantas Sabonis et Ben Simmons. Ah! Il est temps que le show finisse. J'ai entendu 40 millions par année. Non, c'est Pop, Quand t'aurais ça- pas dû mentionner ce nom-là. Ben Simmons fait encore en haut de 40 millions par année. Cette année aussi, ouais, cette année aussi. Hey, Ben Simmons, OK, depuis qu'il est parti des 76ers après la saison 2021, doit avoir joué, je pense, 53 games. C'est un affaire de même, 53 matchs. Le gars qui s'en calisse le plus, le gars veut la vie de superstar de la NBA, mais n'est même pas capable d'avoir du travail pour le fun. Non, mais c'est parce qu'il a mal au dos. Puis là, après ça, il met ça sur le dos, après ça, de santé mentale, tandis qu'il y a du monde qui en souffre vraiment. Puis Ben Simmons, c'est parce qu'il s'en calisse. Puis là, quand les 76ers, ils perdent, là, il met une petite story sur Instagram comme « Ha fuck you, vous avez perdu. » Buddy, tout le monde a oublié qui tu étais, là. En tout cas. Mio, au moins, la bonne nouvelle, c'est que Ben Simmons est à la dernière année de son contrat à 40 338 000 l'année prochaine avec les Nets de Brooklyn. Tu sais, le mime, de me pointer aux funérailles de mon plus gros hater juste pour être sûr qu'il est mort, ça va être moi avec Ben Simmons quand il sera plus dans la NBA. Je te garantis que Joel Embiid aussi va être présent. Fait que j'ai hâte de voir le triangle de relation Joel Embiid, Mio, Ben Simmons. Joel Embiid en avait déjà fait sa photo de profil un moment donné. Il l'a encore? Non, il l'a enlevé, je pense. Encore ça, mais bref, ça l'a déjà été, mais on ne s'étonnera pas ça sur le sujet parce que peu importe, mesdames et messieurs. C'est tout ce qu'on a comme temps pour vous à la Triple Menace. Comme toujours, on vous remercie d'avoir passé la dernière heure et quart nous entendre yap sur tous les sports pas possibles. Continuez cette semaine, checker tout ce qui se passe. C'est les Olympiques qui sont là. Et mardi, bien sûr, date limite des échanges dans le baseball majeur. Ça va être à suivre. Sinon, pour ce qui est du basketball, de la NBA, du hockey, de la LNH, peut-être quelque chose va arriver. On ne sait pas. Peut-être que l'année va être échangée. À Montréal? Peut-être que Ben Simmons va être échangé aussi. Peut-être qu'une équipe qui va vouloir prendre Ben Simmons. J'ai parlé du mime des funérailles. L'autre mime, c'est Who Want Me, puis 100% des réponses, c'est non. Ça, c'est Ben Simmons en ce moment. Fait que je pense pas qu'il y a du monde qui veut aller là-dessus. Sinon, on vous invite à aller passer un petit côté sur des réseaux sociaux. Avec notre page Facebook, notamment les superfans des Tigers de Guangdong, où vous retrouverez un lien pour... là, c'est sûr, vous êtes retrouvés pour cet épisode, mais tous nos épisodes suivants, ainsi qu'interagir avec nous, nous envoyer des mimes et, bien sûr, participer au perron d'église. D'ici là, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à la Triple Menace. Bonne semaine!